programme culturel de Lisa, donc tout ce que j'ai vraiment aimé entre mi-janvier et mi-février. Je rappelle pour ceux qui passent et qui arrivent, etc., que le programme culturel a été mixé avec les items list, donc ce ne sont que mes favoris. Hein, ce ne sont pas des choses que j'aime pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment des favoris. Alors vous verrez très peu d'objets, même si je suis très attachée à ma tasse en ce moment. Je vis avec ma tasse. Voilà. Oui, j'ai changé, j'ai plus la tasse Noël, j'ai une autre tasse. Vous aurez peut-être des objets ou des trucs comme ça au fil de l'année, je n'en sais rien, mais pour l'instant, non. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment culturel, et si un jour je rajoute, je mettrai culturel Enco. Histoire. Alors, au programme, ce mois-ci, il y a donc un film, deux séries, je regarde au cas où je me sois trompée. Deux séries, un film, trois documentaires. En vérité, deux documentaires, mais un qui est en deux parties, et un livre. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, le livre sera donc l'hystérie de février. Oui, on est à ce niveau-là, hein. Oui, oui, bien sûr. Donc, on va commencer par les films et les séries. Je ferai le livre au milieu et je finirai par les documentaires. Ouais, il y a du lourd dans le documentaire, vaut mieux que je finisse, parce que comme ça, au moins, si vous dites « Ah non, pas envie, hein, elle me gonfle avec ça », donc voilà. Alors, le premier, c'est trop chaud ce truc, je vais me brûler le gosier. Vous inquiétez pas, hein, l'exorciste est là, la marathonienne est là, Hux est en mode... voilà, donc... ne vous affolez pas pour les cris, pour les miaulements, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Donc, les séries et le film. Alors, le film, ça s'appelle... Alors, moi, je l'ai vu... alors, il a un autre titre sur la plateforme, je l'ai vu. C'est Haute Cuisine. Il était sorti sous le nom Les Saveurs du Palais. Je l'avais pas vu en salle. Mais alors, c'est l'histoire d'une cuisinière qui n'a pas fait d'école, qui n'est pas étoilée ou quoi que ce soit, qui tient un gîte dans le Périgord. Oui, vous vous doutez bien pourquoi j'y suis allée. Voilà. Qui tient un gîte dans le Périgord, qui est joué par Catherine Fro, et qu'on découvre au début du film, exilée comme genre cantinière, chef, au fin fond d'un comptoir français en terre antarctique. Et elle est là, elle fait la cuisine, etc. Et arrive des caméramans, si je me souviens, australiens d'ailleurs, qui fera une bonne transition. Oh, j'avais pas. Oh, bah oui, bah c'est bien. Qui viennent en fait pour faire un reportage sur les manchots et les scientifiques qui sont là, et qui découvrent que cette femme a travaillé en fait comme cuisinière particulière, en fait privée, qui faisait la cuisine privée du président de la République de l'époque. Et donc en fait on retrace son parcours du moment où on est venu la chercher, où plus ou moins le président a demandé à ce qu'elle fasse ses dîners et déjeuners privés, ce qui inclut uniquement les déjeuners qui à titre personnel avec sa famille, pas les trucs officiels. Et son aménagement à Paris, l'excellence de son travail, parce que même si elle n'est pas une cuisinière de métier, elle sait faire son travail, elle sait quels sont les bons produits, et elle apprend à connaître les goûts sans véritablement parler avec lui, avec le président qui est joué par Jean Dormesson. Et en fait on voit, alors d'un côté l'attachement à la cuisine au terroir de cette femme qui fait son travail excellemment bien, qui veut toujours le meilleur, qui veut toujours faire plaisir, et de l'autre côté, la brigade qui est amenée par des chefs, meilleurs ouvriers de France, machin, etc., qui s'auto-congratulent tout seuls d'être à la tête de la brigade de l'Élysée depuis 30 ans et que c'est pas une femme qui va faire la loi. Voilà, donc il y a une espèce de guéguerre entre la cuisine, on va dire, officielle de l'Élysée et cette cuisine privée qui est très bien achalandée, qui ne répond à personne sauf au président, au directeur de cabinet et à un émissaire qui est entre les deux. Et en fait, c'est les jeux de pouvoir aussi à travers la bouffe et à travers... alors ça vante bien sûr la cuisine française, l'excellence française, qui est vrai, hein, on est bien d'accord qu'on n'est pas des dégueulasses dans cette histoire-là, donc déjà, autant se vanter, parce que bon, en cuisine quand même, les Français on touche notre bille.
Demain, si vous levez le pain et la bouffe aux Français, ils vous font une belle révolution. Pas une révolution de style attention, on va faire la grève. Non, non, ils vous arrêtent le pays sur 10 générations. Alors, c'est un film qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça touchant parce que je trouvais que la relation qu'elle entretenait à distance, mais gustativement avec le président, qui fait un peu penser à Mitterrand quand même, par certains aspects. Voilà, c'est quelqu'un qui va apprécier sa cuisine et qui va lui faire des petits cadeaux. C'est-à-dire qu'il va lui offrir une édition rare d'un livre de cuisine, etc. Alors évidemment, la petite guéguerre entre c'est nous les hommes, et elle et sa petite brigade, parce qu'elle a un chef, enfin un cuistot avec elle, va arriver à un moment donné où trop c'est trop, il faut arrêter, donc elle va partir, mais elle va partir sur une raison diététique, entre guillemets, quand on lui met les poignets serrés parce que le président a un peu de cholestérol. Alors on comprend que il a une autre maladie qui impose un régime drastique, mais voilà, à un moment donné, si vous dites moi je veux faire la cuisine, mais vous n'avez pas le droit à ça, 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 bon ben on mange des branches, hein, on est bon. Voilà. C'est un très joli film, je l'ai trouvé assez touchant. Après, je vais pas regretter de ne pas l'avoir vu en salle. Mais voilà. Alors par contre, je m'interroge si quelqu'un a la réponse. Pourquoi il s'appelait Les Saveurs du Palais quand il est sorti et pourquoi il s'appelle maintenant Haute Cuisine? Ou alors est-ce qu'il s'appelait Haute Cuisine à l'époque et Les Saveurs du Palais maintenant? Mais moi je l'ai vu sur Haute Cuisine sur Canal. Et quand j'ai cherché, parce que j'ai tapé Dormesson, Fro, machin, parce que je ne me rappelais plus le titre, j'ai vu qu'il y avait cuisine, donc j'ai mis cuisine, et il me sort Les Saveurs du Palais. J'étais là, hein? Dans le film, oui. Si, c'est le même. Voilà, donc si quelqu'un a une explication, renseignez l'idiote. Merci, c'est gentil. Alors, sans transition, mais avec transition, tout à l'heure j'ai parlé d'une équipe de journaux australienne. Donc, c'est une série qui est sur Arte actuellement, qui s'appelle The Newsreader. Donc, je crois que c'est Profession Reporter en français. Et là, on est en Australie, à l'année 1986, qui est quand même une grosse année côté catastrophe mondiale. Voilà, entre Tchernobyl et tout ce qui va avec. Outre, hein, il n'y a pas que ça, il ne traite pas que ça. Et en fait, on suit une femme qui est une présentatrice télé, qui est soumise. Alors, on parle de l'Australie, milieu des années 80. Je me suis renseignée auprès de ma sœur australienne d'adoption. C'était assez souvent ça. Voilà, qui était dans un contexte assez masculin. Il y avait très peu de femmes à l'antenne. En tous les cas, il y en avait, mais voilà, il fallait vraiment qu'elle s'impose. Et elle est dans une espèce de microcosme très pas misogyne, mais plus patriarcal que misogyne. Donc elle est avec un co-présentateur qui est The Vedette, qui a été reporter de guerre, qui a été... Enfin bref, c'est un ponte, donc il est incontournable. Elle essaye de faire son trou, mais bon, lui, c'est quand même l'ego quoi, qui passe en premier. Jusqu'au jour où, en fait, on va lui adjoindre. On en a marre qu'elle fasse des suggestions et qu'elle fasse des reportages. Alors elle veut faire un reportage sur une femme qui a été contaminée par le sida, parce que c'était vraiment la grosse période où ça a éclaté partout. En tous les cas dans les médias, et on en parlait plus que régulièrement, même si on savait ça depuis quelques années, mais voilà, c'était quand même pas mal. Et on va lui adjoindre un jeune reporter qui va être son producteur pour une émission. Qui à un moment donné va la remplacer parce que bon, il s'est passé quelque chose, je peux pas vous dire. Il a été minable à l'antenne, donc elle va venir le coacher entre guillemets. Et ils vont commencer à travailler ensemble sur certaines émissions. Alors évidemment, ils vont se rapprocher beaucoup plus que ce que l'on pense. Et au fil des 6 épisodes, en fait, les 3 premiers sont très centrés sur l'univers de la télé, sur comment on réagit à l'info, comment justement quand il arrive des catastrophes, comment ils gèrent les médias de l'époque, comment ils géraient, oui je rappelle qu'il n'y avait pas internet, on se rappelle, voilà, donc comment ils géraient pour avoir des infos, où ils allaient prendre leurs sources, donc ça veut dire appeler des gens sur place quand ils connaissaient par ricochet, voilà, donc il y avait tout, et puis il y avait l'omerta de certaines choses, et dans les 3 dernières parties, même si on parle beaucoup dans les 3 premières, on travaille
enfin, la série travaille beaucoup plus sur les personnages, sur leur rapport entre eux, sur le rapport au travail, sur le rapport à la vie, sur le rapport à l'amour, à l'amitié, à la vie de couple, etc. On découvre les arcanes de certains, notamment le jeune producteur reporter qui, lui, est clairement bisexuel, mais qui ne sait pas où il va y aller parce que à l'époque c'était un peu mal vu, surtout de réclamer son fait d'être homosexuel ouvertement, c'était un peu compliqué, il y en avait, mais avec cette hystérie, on va dire, qui est arrivée à un moment donné sur la communauté homosexuelle, c'était un peu compliqué, donc il subit ça, mais d'un autre côté, il a cette relation qu'il adore avec cette jeune femme. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui passent dans cette série. Moi, je trouve qu'elle est bien foutue. Elle nous plonge dans les années 80. Moi, pour avoir vécu ces tragédies, on va dire que c'est hyper bien foutu, que c'était à peu près la réalité, parce que, voilà, je rappelle, hein, voilà, on était au temps des dinosaures, donc il fallait attendre les news, il fallait aller chercher les infos à la radio, dans les journaux et à la télévision. Voilà. Mais télévision, il n'y avait pas 500 millions de chaînes, et vous ne captiez pas radio machine dans la seconde qui suivait. Voilà. Quoique les grandes zones étaient très bien pour ça, parce que vous pouviez avoir des renseignements sur la BBC, sur les radios italiennes, espagnoles, allemandes, enfin si vous étiez en Europe, c'était vachement bien. Voilà. Et bon. Alors, ça s'appelle donc The Newsreader, je crois que ça s'appelle Profession Reporter. C'est sur Arte, c'est en 6 épisodes. Moi j'ai trouvé ça très bien, très touchant, très bien foutu. Ça aborde plein de faits de société, alors australienne soit, mais qui touchaient, je vous le dis, par expérience, un peu tout le monde. Et puis aussi la place, pas seulement de la femme, alors je sais qu'il y en a qui vont se focaliser dessus, mais pas seulement de la femme, des gens en général, on va dire des gens en général, dans les médias, dans ce microcosme, dans la société aussi, puisqu'à un moment donné il y a un fait de société et qui peut interroger sur notre obsession de tout savoir, est-ce qu'il est bon de tout savoir ou non, voilà, et comment se fabrique les news, comment se fabrique une émission de télévision, comment on peut faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit véritablement, mais tout ça pour faire le buzz. Voilà, ça existait déjà, le buzz. Voilà, donc vraiment, c'est une bonne série, en plus ils sont 6, mais par contre je crois, alors de mémoire, il me semble qu'ils font bien 1 heure les épisodes. Voilà, mais bon, c'est dans l'Australie. Je vous dis, moi, ma soeur d'adoption m'a dit que c'était bien foutu, que c'était vraiment collé à la réalité, donc il n'y a pas de raison. Autre série que j'ai vue, ça s'appelle Hunter, c'est la 2e saison, c'est sur Prime. Oui. Alors, moi, j'avais suivi la première saison qui était une espèce de groupe de bras cassés. Il faut dire quand même qu'il y a quand même quelques bras cassés. Tous autant atteints psychologiquement les uns que les autres par la Shoah. Et en fait, c'était un groupe qui chassait du nazi. Alors, ils chassaient pas pour aller devant le tribunal, hein. Oui. Alors, on est bien d'accord que c'était le but, c'était quick. Et donc, la première saison, il y avait tout un fil rouge sur un jeune homme qui, en fait, un jour rentre, découvre sa grand-mère morte et va commencer à se demander pourquoi, alors qu'elle était une dame lambda. Et donc il va faire connaissance de ce fameux Meyer qui est à la tête de cette organisation, qui est un ami de sa grand-mère. Et au fil des épisodes, je peux pas vous raconter parce que sinon, si vous avez pas vu le premier et que vous voulez regarder les deux, bah c'est con, je vais vous spoiler. Enfin bref, à la fin, il y a une révélation qui n'est pas difficile à comprendre au milieu de la première saison, mais qui est bien étayée. Et donc, le seul truc que je peux vous dévoiler, c'est qu'à la fin de la première saison, on apprenait que Eva Braun et Adolf Hitler étaient vivants en Argentine. Allez, tout va bien. Voilà, donc, 2e saison s'ouvre quelques temps plus tard. Lui, il est en train de refaire sa vie avec une jeune femme, mais il a complètement changé de nom. Suite à l'événement majeur qui s'est passé derrière. Non, pas tonton et tata, non, pas du tout. Voilà. Et en fait, il va se replonger dans cette histoire-là parce que ils vont aller chercher le couple diabolique où ils se trouvent, alors sachant qu'ils ont toujours leur armée. Hein, je rappelle
écoutez la chanson de Gainsbourg, SS in Uruguay. Je peux vous assurer que ça, vous avez ça. Je crois qu'ils ont dû pomper sur l'histoire. Et c'est grandiose. Mais alors, alors, je dois avouer que le train-train quotidien des deux, là, ça fait froid dans le dos. Parce qu'on se dit, ça peut être tout à fait vrai, hein, on est bien... Enfin... historiquement, on a des preuves que non. Hein? Voilà. Ils sont à Moscou, les preuves. Il y a un chercheur français, un anthropologue qui est allé, qui a vérifié, il a dit que c'était ça. Donc moi, je veux bien le croire, voilà. Mais il n'est pas... comment dire? On peut imaginer, on va le dire comme ça, on pourrait imaginer, vu la filière des rats qui a fui le navire, enfin le Reich, et qui s'est pas gêné pour fuir, etc. On en connaît qui ont vécu une belle vie tranquillou bilou pendant des décennies quand même. Donc voilà, ils arrivent, ils sont dans une hacienda, tout va bien. Alors elle est un peu en charge, c'est un peu le chef. Voilà, elle a pris elle était is no good, elle est le calife. Voilà. Mais c'est lui qui a le nom, c'est lui qui a l'aura, c'est lui qui a... Bon, alors en plus, l'acteur qui joue a quand même une aura. Il a capté les mimiques voilà. Donc c'est vrai que par son regard, par ses mimiques, par sa façon de se positionner, si vous avez déjà vu... Alors je parle pas des images... des discours qu'on voit tout le temps, qui passent tout le temps dans tous les téléfilms. Mais il y a les premiers discours qui ont été filmés, etc. Il avait pris des cours de théâtre. Et en fait, il avait pris des cours de théâtre pour se positionner dans la lumière. Il y a beaucoup de photos qui ont été retrouvées de son photographe de l'époque, donc des années 23, 24, 25, 26. Et en fait, il y avait des poses très théâtrales, vous savez, un peu à la Sarah Bernard, mais c'était l'époque. Mais justement, cette théâtralité qu'il y avait dans ses mouvements de main, dans ses mouvements de position, ça impressionnait. Et même si vous y réfléchissez maintenant, si vous regardez ses discours avec un autre œil que dire « Ah !» je peux vous assurer que si quelqu'un arrive comme ça et fait modernement, enfin de façon moderne, ça n'existe pas modernement. Hein. Ah, Lisa, encore inventé un mot. Je note. Dans un fauteuil roman, je vais le sortir cette merde. Je sens. Si vous le regardez plus moderne, je pense que quelqu'un qui arrivera à choper ce genre de théâtralité, mais en modernisant sa gestuelle, pourrait captiver les foules. Voilà. Alors tout le long de la série, de cette deuxième saison, c'est du bordel à complet. Mais, alors ce côté-là, ça m'allait. L'autre côté, il y a un espèce de fil rouge où je me suis dit pourquoi ils font ça, c'était redondant. C'est-à-dire, ils expliquent l'histoire de la grand-mère et la finalité de l'histoire que nous, on sait à la fin de la première saison. Et là, je me suis dit, oui, mais on sait pourquoi. On sait comment il est arrivé. Ça est arrivé, elle est arrivée là, il est arrivé là, ils sont arrivés là. Donc, pourquoi tu me remets une deuxième coucouche? Voilà. Sauf à penser que le petit-fils est parti en vrille aussi. Voilà, donc alors, ce truc-là de flashback, j'ai pas compris pourquoi on a rajouté une couchette, ou alors j'ai pas bien vu, ou alors j'avais tout compris dès la première saison, mais il y en a qui n'ont pas compris, donc ils l'auront remis. Par contre, toute la partie Amérique du Sud track... parce qu'il y a des bons barrés hein, chez le couple infernal, il y a des chefs, c'est barré. Et alors, il y a Madame Eva qui décide de se taper un petit jeune. Alors, je peux vous assurer que comme Cougar, elle se pose là. Voilà, non mais il y a des moments où on se dit, putain, ils sont allés fort quand même. Non mais vraiment, à un moment donné, vous dites, putain, ils y sont allés à la truelle. Mais je pense que pour des scénaristes, ça doit être jouissif de faire une série comme ça. Parce que moi, j'ai trouvé ça jouissif. J'ai vu ça du côté auteur et je me suis dit, oh, mais j'adorerais travailler sur une série aussi barrée que ça. Parce que vous pouvez pousser le bouchon toujours plus loin. Tu pousses le bouchon trop loin, Maurice. Mais là, on va pas faire le truc sur... voilà. Hein, mais on pousse le bouchon toujours trop loin, mais c'est excellent. Voilà. Après, je vous dis... cette double histoire, voilà, ça fait doublon par rapport à la première saison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? En fait, c'est peut-être pour combler,
mais il y avait d'autres choses à combler, quoi. Je veux dire, vu certains personnages de Barjo qu'il y a dans cette série, surtout dans la saison 2, vous vous dites que vous avez de la matière, hein, côté Barjo. Hein. Voilà. Alors, la dernière scène, alors je sais pas s'il y a une troisième saison, semblerait que non. Voilà. Semblerait que non, mais je sais pas, je suis pas allée me renseigner plus avant, mais j'avais lu l'année dernière qu'il voulait faire que 2 saisons. Alors, évidemment, la dernière scène vous pousse à penser qu'ils vont faire une troisième saison. Perso, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent développer dans la troisième saison. À part continuer à traquer les bêtes. Enfin, à un moment donné, bon, alors ça se passe dans les années 70, donc vous vous dites qu'il y a d'autres bestioles à traquer. Mais, voilà, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, sauf à faire partir en vrille le petit jeune. Et à ce niveau-là, moi, je veux bien écrire le truc, j'ai 2-3 idées, si, voilà. Voilà, mais Hunter 2, c'était pas mal. Je vous dis, à part... Alors, j'ai bien aimé, vous vous dites, ah, mais tu me dis que c'est les favoris, oui, tu dis c'est pas mal. Oui, parce que j'aime bien ce côté barré, quoi. J'aime ce côté... Oui, non, c'est une série barrée. C'est une série complètement à l'ouest, ils sont foufous, loufoques. Voilà, vous vous dites, putain, ils vont aller où? Ils vont aller jusqu'où, surtout? Maman. Voilà, donc... Voilà, donc ça c'était les 2 séries et le film. Alors on va passer au livre. Alors attention, attendez, je vais boire un coup. C'est chaud, c'est chaud ce truc. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai une addiction à la ricorée. Ouais, bon ça, le café, le thé, la ricorée. Toutes les boissons narcolisées, j'allais dire. Non alcoolisées. Ah ouais, bah j'ai pas bu pourtant, y a rien, y a que de la ricorée dedans, regardez. Enfin, je sais pas si je peux faire trop parce que je voudrais pas qu'il y en ait la moitié sur le. Voilà. Non, mais sinon, c'est bien. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Ouais, c'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Et donc, maintenant, on se te pose. Oh, il fallait que je pose avant que je crève. Alors, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer. Si vous me suivez sur mon blog que j'ai relancé, donc le blog c'est tout attaché, le blog unityemlistgirl.blogspot.com. J'ai relancé mon blog parce que ça faisait 2 ans qu'il était en jachère, ça me gavait qu'il soit en jachère parce que j'avais pas travaillé 15 ans pour rien, donc ça m'énervait. Donc j'ai relancé, pour l'instant il n'y a que des chroniques de livres pour l'instant. Mais je pense que je vais faire d'autres petites choses, peut-être des trucs thématiques, ou si je fais une vidéo thématique, peut-être que je pousserai à le rédiger correctement après coup pour pouvoir vous le mettre sur le blog, histoire que par exemple, si je parle d'un livre, bah, je vous mette les titres bien comme il faut, que vous n'ayez plus qu'à copier-coller ce que vous avez envie, voilà, comme je faisais avant. Voilà. Et si vous avez par exemple, ce que je peux faire, si vous avez par exemple des questions particulières que j'adopte, dont je parle sur le podcast, mais que vous voulez que je traite sur le blog, parce que voilà, j'en parlerai pas sur les réseaux sociaux, enfin, je le mettrai pas sur Insta ni sur voilà. Bah écoutez, si ça vous intéresse, abonnez-vous au blog et vous me dites, oh, j'aimerais que tu traites de ça, machin, et puis je peux le faire. Alors attention, ne vous attendez pas à un article tous les jours. Hein. Ce sera un article Alors pour l'instant, je passe toutes les trucs de lecture. Donc dès que j'ai fini un livre, je rédige mon avis qui fait entre 20 et 30 lignes et je le balance. Voilà. Après, il y aura peut-être un article par semaine. Alors, on verra. Et donc, si vous avez vu le blog, eh bien, vous avez vu que j'en ai parlé. Attention, ça va soupirer, ça va couiner. Vous êtes avertis. Il y a un instant fangirl. Putain, le fangirl, vous allez voir. Je me suis réprimée pour pas crier. Hein. Sinon, ça allait taper le micro. Non, mais regardez-moi ça, ta mère. Bon, alors, à part que je vois... Bah, alors, merci Sonatine, déjà. Parce que c'est un livre que j'ai reçu chez Sonatine. Alors, vous savez que je reçois plus de SP. C'est pas un SP, c'est un concours. Voilà. Je ne l'avais même pas sollicité. C'est-à-dire qu'en décembre, ils ont fait des concours. Vous savez, toutes les maisons d'édition ont fait des concours pour Noël. Et il y avait un concours, bien sûr, pour ça. Alors, il y en avait plusieurs de concours sur Sonatine, parce que moi, j'aime bien leur parution. Et je crois que j'en ai fait 3 chez eux. Et donc, celui-là, parce que c'était celui que je voulais le plus. Je dois avouer que quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, écoute, tu vas pas gagner, mais tu vas le faire quand même, débile, vas-y. Et, alors, je tiens à remercier les demoiselles et le jeune homme,
c'est pas le damoiseau, c'est un jeune homme, qui, sous le poste du concours pour gagner donc 1795 de Niklas Natojdak, ces gentilles personnes m'ont tagué, parce qu'il fallait taguer quelqu'un, m'ont tagué en disant si je gagne, je le gagne pour Lisa. J'étais là, oh, trop gentil. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que je pensais pas du tout jamais gagner, parce qu'il y avait, je sais pas, enfin, il y avait énormément de monde qui avait joué sur le concours. Et je me suis dit, tu parles, même pas en rêve. Et j'ai reçu donc un MP de la société Sonatine, enfin de la maison d'édition, qui me disait que j'avais gagné le concours et que bah voilà, ils étaient sûrs que ça allait me faire plaisir parce que je pense qu'ils ont vu mon post en disant de toute façon je queen toujours pour Cécile Vinge depuis 1793, donc je suis à la limite de la mort de m'ouvrir les veines, etc. Donc voilà, ils me l'ont envoyé, je l'ai reçu. Je suis allée le chercher à la poste parce que, évidemment, Hux, non. Alors, attendez, bougez pas parce qu'il y a Hux qui vient de voir la tourterelle qui s'est posée sur la rambarde du balcon. Et là, on est en mode. Il me fatigue ce genre. Hux, c'est une tourterelle. Et là, bientôt, c'est le printemps. On va en avoir tout le temps. Quand elle ne amène pas les petits sur la rambarde. Oh, ça aussi, oh putain, elles leur apprennent à voler entre le marronnier qui est à 2,50 m de mon balcon et le balcon. Et lui, il est en mode, je vais en tuer un. En fait, il n'y arrive jamais, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc je l'ai reçu et je suis allée chercher à la poste parce que mes amis de la poste n'avaient pas trouvé le moyen de le mettre. Voilà. Quand je l'ai ouvert, j'ai couiné comme un goré. Et je me suis dit, ce week-end, c'est mon week-end 1795. Alors j'avais autre chose à faire ce week-end-là, mais je m'en fous. Je me suis hypothéquée les matins très tôt, toutes les soirées, la soirée. Et donc en fait, en gros, en une petite matinée, enfin en 2-3 heures le matin, 2-3 heures le soir, dimanche un petit peu et dimanche un petit peu, je l'ai fini. Voilà, pas basse. Alors, je crois qu'il fait 487 ou 8. 487. Enfin, voilà. La fille qui est déjà en mode queen. J'ai vraiment beaucoup... Non, c'est même pas que j'ai pas beaucoup aimé, j'ai adoré. Voilà. Je me suis prise de clacasse émotionnelle à la fin, que j'ai failli m'ouvrir le cœur, les veines et tout ce qui allait avec. Honnêtement, je n'en dirai pas plus parce que, comme vous allez voir cette vidéo... une semaine, pas tout à fait une semaine après sa sortie officielle, puisqu'il est sorti le 9 février, ça m'embêterait de vous spolier, de vous divulgacher, j'aime bien ce mot, de vous divulgacher le contenu, sachant que, bon, ça se passe quelques temps après 1794, bien, on est donc au début de l'automne-hiver, etc. Et ça va se lancer parce que si vous avez lu le 94, il faut absolument lire les trois, on est d'accord, parce que là c'est ça clôt tout le monde, enfin, ça referme les portes. Voilà. Ça part sur la base de la recherche de cette fameuse Anna, notamment par un des personnages qui s'appelle Cardel et qui est toujours avec notre ami Émile Vinge, le frère de Cécile. Voilà. Et oui, quand on est fangirl, on est fangirl. Là. Voilà. Et donc, ils vont être principalement... Alors là, autant les autres fois, on pouvait sortir. Là, à 3/4, pratiquement 90%, on est qu'à Stockholm. Stockholm qui est dans un marasme politique de lutte de pouvoir pour avoir le titre de roi entre plusieurs factions. Et cette Anna aurait... en sa position une lettre qui détaillerait tous les conjurés, tous ceux qui ont essayé de renverser le pouvoir en place. Donc évidemment, vous vous doutez bien que tous les puissants essayent de choper la bébête, et la lettre en l'occurrence. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, parce que si je vous en dis plus, ça va vous divulgacher tout le reste, et ça serait vraiment dommage, parce que là, il fait pas... Alors, ce n'est pas un thriller, on rappelle... parce que j'en ai entendu 2 ou 3 là ce week-end qui ont dit ah c'est un thriller mais c'est pas vraiment un thriller, je comprends pas pourquoi ils disent c'est pas un thriller, réveillez-vous un peu. Voilà, c'est un roman noir historique et maintenant sociétal et politique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les 3-4 aspects de ce pays, de cette ville, Stockholm, fin du 18e.
qui avait senti le vent du boulet, venu de France, de la Révolution française, tous les pays qui avaient un roi, qui avaient un gouvernement, on va dire royal, tout le monde sentait le vent du boulet, on est bien d'accord. Hein, tout le monde s'est dit, oh punaise, les prochains c'est nous. Voilà. Donc il y a ce côté-là, il y a beaucoup l'aspect sur les pauvres, sur la pauvreté, sur les conditions de vie des personnes à cette époque-là. Et donc les conditions de vie étant abominables, vous imaginez bien qu'on n'est pas non plus dans la soie et le velours. Hein. Voilà, donc il y a toujours des descriptions qui vous soulèvent 3 cœurs et demi. Enfin, il vaut mieux en avoir plusieurs de rechange avec moi, j'en avais 2, parce qu'il y en a un qui est juste que pour Sissivitch. Il y a des personnages qui arrivent, qui partent, qui s'en vont, qui reviennent, qui tournent, qui viennent. Et ce truc-là, c'est... voilà, il a fini l'histoire telle qu'il aurait dû être fini, avec un espèce enfin, on va dire quelque chose de très haletant à un moment donné. Alors, c'est un peu plus lent dans le début, et je pense que c'est fait exprès, parce que c'est la saison qui fait, et il faut comprendre ça aussi, hein. S'il met les trucs de saison, s'il dit qu'est-ce qui se passe, à quel moment ça se passe, il faut comprendre, voilà, l'hiver et l'hiver en Suède, c'est pas les Bahamas, hein, voilà. Donc il y a toute cette longueur, bah oui, ce côté un peu cotonneux quand il y a de la neige, quand il y a de la boue, de la pluie, etc. Moi j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, moi je l'ai boulotté, littéralement. Je pensais faire des pauses parce que je me suis dit à un moment donné, tu vas faire une pause, tu vas avoir les yeux qui vont sortir et tout. Non, pas du tout, non, ben, même pas en rêve. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. Je suis heureuse de l'avoir lu et je suis heureuse surtout d'avoir fini la saga en étant contente du résultat. C'est-à-dire quelquefois vous vous dites ouais c'est quand même 3 grosses pavasses à 2 ans d'intervalle à chaque fois. Est-ce que ça va tenir la route jusqu'à la fin? Ouais, alors moi j'avais pas de doute. Hein. Dès 93, je me suis dit le mec va pas se rater. Il sait où il va. À mon avis, il sait où il va finir, donc il va pas se louper. Vu comme il écrivait, il pouvait pas se louper. Mais on n'était pas à l'abri qu'il y ait un retournement de situation où vous dites ah putain là non, faut déconner, tu prends les codes actuels ou alors tu vas surfer sur la vague. Non, il surfe pas sur la vague, rien carré de la vague. Il a raison. Voilà. Donc honnêtement, c'est l'hystérie du mois. Voilà, donc je remercie Sonatine encore de l'envoi pour le concours. Merci d'avoir tiré mon nom pour le concours, je suis très contente. Voilà, bon, le seul truc qui est sur la couverture qui m'a énervé, enfin c'est pas que ça m'a énervé parce que je suis allée voir les couvertures des autres. Sachant que le livre est sorti depuis un moment, en Suède, en Allemagne, etc. Donc mes potes à Berlin l'avaient lu et ils voulaient absolument pas m'en parler. Une de mes amies en Suède l'avait lu, elle voulait pas m'en parler, mais ils m'ont envoyé tous les deux la couverture. Et je leur dis ah mais attendez, moi je vais vous envoyer la couverture française machin, et ils m'ont dit ah c'est quoi ça? J'ai dit bah ouais moi aussi ça voilà, a pas compris. Voilà, alors je veux bien hein, qu'on me vende et tout, mais ça vous voyez c'est un bandeau pour moi. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les bandeaux, je déteste les bandeaux, mais là il y aurait eu un bandeau, ça aurait été mieux. Voilà, parce que il y a des détails en bas etc. Et effectivement alors oui il est envoûtant machin, mais je sais que c'est pour vanter ou autre, c'est un truc de marketing, mais voilà. La couverture, alors je sais plus laquelle. Mais je crois que la couverture suédoise, je sais plus si la couverture suédoise ou allemande, elle est sublimissime. Alors il y en a une où c'est un courbé. C'est un tableau de Oscar courbé, etc. Que j'adore en plus, tableau. Qui serait pas... Alors oui, ça peut, mais j'ai pas bien compris le truc. Par contre, ouais, une des deux couvertures. J'essayerai de vous insérer la couverture qu'ils m'ont envoyée, que j'ai trouvée sublimissime. Je me suis dit, et quand on a lu le roman, c'est exactement ça. Voilà. Donc 1795. Si vous l'avez lu, dans les commentaires, vous me dites, vous divulgachez pas le truc. Vous dites, oh, j'adorais, ah, je déteste, ah, je comprends pas ce que tu aimes. Ah oui, j'ai bien aimé, oui. Si vous l'avez pas lu, que vous entendez le lire, dites-moi-le aussi dans les commentaires. Si vous ne connaissez rien du tout de la saga, et où étiez-vous depuis 2019 Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été confiné depuis 5 ans ou 4, enfin 5 à peu près. Voilà, donc je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les 3. Donc j'attends, je pense, mi-mars
enfin début mars peut-être, et je la ferai. Voilà, parce que là, il y a plein de gens qui vont l'acheter, qui vont le lire et tout, et ça m'embêterait d'expliquer et de donner par exemple un détail que voilà, dans la discussion que vous n'avez pas lu encore, c'est un peu con. Voilà. Mais je vous en parlerai des 3. De toute façon, j'ai décidé de parler de mes sagas préférées, donc il fera partie de mes sagas. Et donc on finit par les documentaires. Alors, le premier documentaire, je vais le dire rapidement, etc. C'est un documentaire qui est sur Arte qui s'appelle Heidi Lamar, actrice et inventrice. Oui, c'est le titre de Arte. Donc, je ne sais pas si vous savez qui est Heidi Lamar. C'est une actrice de l'âge d'or de Hollywood. Elle est autrichienne à la base. Et elle a fui un mec violent, marchand d'armes, qui fricotait avec les nazis et Mussolini, qui était son pote, pour atterrir d'abord à Londres, après à Hollywood, faire une carrière, on va dire, somme toute très importante. Enfin, en tous les cas, bon, c'est peut-être pas la plus grande actrice de tous les temps, on est d'accord, qui est malheureusement toujours connue pour son rôle dans L'Estase, qui était un film autrichien qui était un peu dénudé. Voilà, mais pour les années 30, hein, on est bien d'accord, donc voilà. Ah bah oui, ah oui, ah bah à cette époque-là, non, faut pas, voilà. Mais c'est un beau film, moi je l'ai vu, il n'y a rien qui nous choque à notre époque, on est bien d'accord, mais à l'époque c'était très choquant. Je me rappelle ce qu'elle m'avait dit mon grand-père quand il avait vu Joséphine Baker sur scène à l'époque, enfin à l'époque, dans les années, voilà. Il m'a dit, oh là là, alors déjà il disait, oh, quelle belle femme, qu'est-ce qu'elle était belle et tout, enfin qu'est-ce que, voilà. Il m'a dit, mais c'était choquant, les gens étaient choqués de voir une femme à moitié nue, ah oui, tu m'étonnes, voilà. Donc Heidi Lamar, là l'avantage de ce documentaire, c'est que il y a des bandes son qui ont été retrouvées par un journaliste qui l'avait interviewé à l'époque, et donc ils ont collé des images de sa vie avec ses réflexions à elle, enfin en tous les cas avec son vécu à elle. Donc elle a une voix très reconnaissable à Heidi Lamar, et elle parle non seulement bien sûr de sa vie en tant qu'actrice, mais surtout de sa vie en tant qu'actrice, puisque si vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth et toutes ces merdes, eh bien c'est grâce à Madame Lamar, puisque mademoiselle Heidi Kessler, donc née Kessler et Lamar, avait avec un de ses collègues, inventeur et pianiste et compositeur, Georges, inventé on va dire, un séquençage pour des torpilles, et donc qui faisait en sorte que il n'y avait aucune communication et interférence qui pouvait être faite entre le lanceur et la torpille. Voilà, parce que ça ne pouvait pas être intercepté. Et donc, sur ces ondes, des fréquences et ces ondes différentes, etc., c'était les précurseurs de Wi-Fi et du Bluetooth, etc. Donc, mademoiselle n'a pas tiré avantage de son invention, puisque, comme la Navy l'avait rejeté malgré le fait que c'était fait pour l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas renouvelé le brevet, et le brevet étant dans le domaine public, vous imaginez bien que certains se sont servis. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Mademoiselle Lamar, vous allez voir le documentaire sur Arte. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui s'appelle Ecstasy in Me, ou alors La femme qui en savait trop, que j'ai lu donc en janvier. Et il y a aussi les films à la médiathèque, hein, vous avez le droit, voilà. Il y a l'exorciste qui vient de se réveiller. Et vous avez aussi... je sais, il y avait un autre documentaire, mais je ne me rappelle plus. Et vous avez aussi, pour le côté fiction, un épisode de la série Timeless, qui est sur Netflix, de la saison 2. L'épisode s'appelle Hollywood. Et justement, on revient sur l'invention et le brevet de Mademoiselle Lamar, avec évidemment une autre actrice, hein, parce que c'est pas elle qui a joué son rôle. Elle était morte. Mais voilà, mais c'était une femme belle, brillante, enfin bref, elle avait tout, les qualités et les défauts d'une femme, on va dire. Mais franchement, voilà, quand vous voyez Heidi Lamar, alors après, je vous dis, hein, elle a été raillée aussi pour certains rôles dans les films, mais elle se laissait pas faire. Et en fait, c'est ce qui lui a aussi porté préjudice, c'est qu'elle avait un cerveau, mademoiselle, au temps où, plus ou moins, on demandait à une femme d'être belle et de fermer sa gueule. Voilà. Hollywood, même ailleurs. Beaucoup qui n'avaient pas beaucoup. Enfin, il y en avait certaines qui ouvraient leur gueule quand même. Mais Heidi Lamar faisait partie de ces actrices qui arrivaient à avoir ce qu'elles voulaient. Voilà. Qui étaient copines avec Orson Welles, etc. Non, mais je vous dis, la bestiole. Bref, j'adore cette fille. Et donc, dernier documentaire, et on finira sur ça.
C'est un documentaire qui est en 2 parties, qui s'appelle Berlin 1933, le journal d'une capitale. Oui, ah bah, comme son nom l'indique, hein, Berlin 1933. Donc c'est 2 parties qui sont, je sais pas, alors c'est des parties assez longues. Je crois qu'ils font 90 minutes chacun, enfin chacune des parties. C'est séparé entre donc début de 1933, donc quand Berlin est une capitale tout à fait normale, on va dire, voilà, jusqu'à à peu près, on va dire le mois de juin, mai-juin, et ensuite toute la bascule qui va être faite avant 1934. Alors, si c'est les démarches d'archives, c'est des témoignages qui avaient été faits, enfin en tous les cas qui avaient été enregistrés à l'époque. Il y a beaucoup d'images d'archives personnelles parce que pendant assez longtemps, les Allemands, bien après-guerre, quand ils trouvaient des choses chez les grands-parents, etc., euh, ont reversé des images de caméras personnelles parce qu'il y avait beaucoup, enfin moi en parlant avec mes potes allemands, ils m'ont tous dit mais c'est que leurs grands-parents, enfin ils ont mon âge, donc nos grands-parents ont connu la fin de la Première Guerre mondiale et la deuxième. Tout le monde avait des photos, des caméras, enfin les débuts des caméras. Et donc tout le monde filmait, se prenait en photo, il y avait toujours des choses. Et en fait, ils ont donné beaucoup d'archives, il y a eu beaucoup de choses. Alors en plus des caméramans professionnels, des films qui ont été retrouvés après-guerre, calés quelque part à droite, à gauche. Alors notamment, bien sûr, des images de certains partis qui avaient donné des images à l'extérieur. Et je rappelle qu'à l'époque, Berlin était quand même le centre de l'Europe et voire un peu du monde culturel, et qu'il y avait beaucoup d'étrangers, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'Anglais, il y avait beaucoup d'Américains qui étaient à Berlin. Il y avait une vie culturelle énorme, et donc ces gens arrivaient avec des appareils photo, des appareils de vidéo, enfin caméra, pour filmer. Et donc, toute cette masse de choses fait que ces 2 documentaires sont hyper bien foutus parce que c'est des images d'archives, on voit la montée. Et si vous, alors je parle pas de vous, hein, mais des gens, de certaines personnes, si vous arrivez à connaître ne serait-ce que 3/4 des informations qui sont données dans ces 2 documentaires, si vous arrivez à 3/4, je vous embrasse. Il n'y a rien que j'ai appris, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais si vous arrivez à savoir, à retenir plus exactement la moitié, voire 60% de ce qui est dit à l'intérieur, vous aurez plus de chances d'arrêter de dire des conneries ailleurs. En ce moment, il y a beaucoup de livres qui sortent sur des histoires pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que ça soit Martine à la plage ou d'autres, voilà. Sous prétexte de romans policiers, sous prétexte de romans d'amour, sous prétexte de romans d'aventure. On en est là. Voilà. Il y a des invraisemblances. Déjà, dès le départ, quand vous lisez le résumé, vous faites ah, mais pas possible, hein. C'est pas possible, hein, c'est pas possible. Je rappelle, et c'est hyper bien, pour une fois, bien didactique sur cette histoire-là, on rappelle quand même que pendant toute l'année 33 et jusqu'à la mort de Hindenburg en août 34, ce n'était pas une dictature. On est bien d'accord sur le truc. Il y avait des pleins pouvoirs pour certaines choses, mais tant que le vieux, comme on l'appelait, était encore là, il arrivait à contrebalancer pas mal de choses. C'est bien dit que, et ça m'énerve quand je l'ai entendu la dernière fois, parce qu'il y a des gens sur des forums de discussion, alors principalement littéraires, on est bien d'accord, parce que c'est les livres qui apportent ça, parce que les films, plus ou moins, on arrive à plus ou moins avoir un truc un peu, voilà, alors les livres, voilà. Quelquefois, je suis effarée par le manque de connaissances de certaines personnes qui se posent tout d'un coup parce qu'ils ont lu un roman en professeur. Et oui, alors dans le roman, il est dit ça, c'est tout à fait vrai, je suis effarée de découvrir ça. Châteauneuf, ça n'existait pas à l'époque, hein, tu te calmes. Voilà, tu vas chercher d'abord avant de regarder. En tant qu'auteur, j'ai le droit de le dire, voilà. Donc j'ai le droit, je pense avoir la légitimité, vu le nombre de romans que j'ai édités, de pouvoir dire qu'on brode.
certaines fois. Alors, sur ce sujet-là, vous me verrez jamais broder, bordel de petit bonhomme. Parce que ça, c'est hors de question qu'un jour, un de mes lecteurs vienne me dire ça, c'est impossible. Politiquement, c'était pas ça, machin. Parce que je serais mortifiée. C'est pour ça que je mets une bibliographie à la fin des romans quand ça traite de la Seconde Guerre mondiale ou que c'est dans cette période-là. Mais je comprends qu'on puisse broder. Voilà, je comprends. Mais à un moment donné, il faut juste que les personnes qui lisent aient la culture nécessaire de se jeter dans ce genre de bouquins en sachant qu'elles peuvent... en pouvant... Enfin, en ayant la possibilité de séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, parce que si vous ne savez pas, vous vous fourvoyez sur des choses et ensuite vous divulguez des trucs, vous donnez des conseils aux autres en leur disant il faut que tu lises ça, c'est tellement vrai, c'est tellement... Bon, moi j'ai eu une petite discussion en off la fois pour la suite de l'auteur qui avait fait L'Ange de Munich avec une bookstagrammeuse voilà, qui lit beaucoup et qui est très bien. Très bien, pardon. Et moi, je lui ai dit, je suis effarée par ça, parce que déjà dans l'Arche de Munich, des gens qui ne connaissaient absolument pas l'histoire, ou qui se prétendaient, alors plutôt qui se prétendaient connaître très bien la Seconde Guerre mondiale, l'avènement d'Hitler, et connaissaient tout, qui ne savaient pas qui était Geli. Voilà. Et je leur ai dit, si vous ne savez pas, c'est que vous ne connaissez rien. Et on m'a dit, mais non, pas du tout, personne n'en a jamais parlé. Ah bah putain, on ne doit pas lire les mêmes choses, hein. Parce que moi, les premières choses que j'ai su de la vie hors, on va dire, politique de sa vie à lui, c'était ça. Elle est omniprésente jusqu'à sa mort. Et même après. Voilà. Puisqu'on a été à ça de ne pas l'avoir, celui-là. Si c'était... Il avait continué à faire son petit deuil. Voilà, donc, pour vous dire. Mais là, si vous arrivez à se comprendre, justement, et à retenir ça, je rappelle qu'il est arrivé au pouvoir démocratiquement, que le premier gouvernement à laquelle il était chancelier, parce que c'est le titre chancelier, on est d'accord, il n'était pas président d'Allemagne, il était chancelier. Président, c'était Hindenburg, hein, qui avait gagné, je crois qu'il a gagné au deuxième tour 53-38 ou un truc comme ça, donc il n'a pas gagné dans un mouchoir de poche, le mec, hein, voilà. Je crois que c'est 53-38, me semble, mais bon, voilà, mais ça doit être à peu près de cet ordre-là. Donc il a formé un gouvernement démocratique. Il y avait tous les partis représentés. Démocratique. Voilà. Non, mais si ça peut arriver, justement. Donc voilà. Et l'incendie du Reichstag, dont tout le monde parle parce qu'il y a ce deuxième volet de ce livre-là, c'est pas le centre du monde. Ça a pu lui donner la possibilité de restreindre la liberté de certains partis. Donc il a commencé à faire ça, mais Hindenburg étant toujours là, il a quand même freiné des cas de fer de temps en temps. Bah, le vieux, il perdait un peu la boule des fois aussi, donc c'est pas sa faute. Mais ça a monté. Et c'est hyper bien foutu dans ce documentaire, justement, de ce Berlin. C'est-à-dire, vous voyez Berlin se transformer, partir d'un Berlin joyeux, heureux, machin, etc. Alors, bon, il y avait des gens qui étaient malheureux, parce qu'il y avait eu la crise de 29, parce qu'il y avait eu... Il s'était pris de deux crises, hein, voilà. Dans les années 20, une au début, une de la fin, qui les a bien secoués. Voilà, donc il y avait plein de choses, mais c'était comme une ville où vous aviez une liberté de ton, de vie, etc. Enfin, quand vous parlez les vieux voilà, qui sont allés à Berlin à l'époque, ils vous disent bah ouais, moi je suis allé en 31-32, c'était génial, c'est super top. On pouvait écouter du jazz, il y avait des gens qui se produisaient sur scène qui étaient bleus, vert, rose, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, il n'y a pas de souci. Et vous voyez au fil des images sur ces deux documentaires, petit à petit, une ville qui va être mise sous cloche, mais doucement. Doucement. Parce que le rouleau compresseur est arrivé après la mort d'Hindenburg. Alors là, ça a été rouleau. Hein. Alors là, vous l'avez vu arriver. Vous savez, c'est comme sur l'autoroute. Au début, vous voyez une vieille. Oh, elle est jolie, la petite voiture au fond. Mais vous faites pas attention à la petite voiture. Vous dites, oh, elle est loin, la petite voiture. Bon, on commençait à dire, ouais, quand même, elle avance vite. Ben, enfin, ouais, non, mais on est encore loin. Puis jusqu'au jour où vous voyez un tank, quoi. Ah, c'est un tank, c'est pas une voiture. Alors, je croyais que c'était une Fiat 105. 1600. Ah, ben non, c'est un tank. Voilà, donc quand vous prenez le tank dans la gueule, vous prenez le tank dans la gueule. C'était trop tard, vous ne vouliez plus faire demi-tour. L'autoroute était fermée derrière. Voilà. Alors, honnêtement, Berlin 1933, le journal d'une capitale, moi j'ai trouvé ça hyper bien foutu. C'est très
didactique. C'est très facile d'accès. Vous affolez pas, vous affolez pas. C'est facile d'accès. Moi, je l'ai trouvé très facile d'accès parce que je connais, mais je l'ai montré partiellement à... Je l'ai envoyé à une de mes copines qui, alors, vraiment, elle, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle est spécialiste du Moyen-Âge. L'histoire du Seconde Guerre mondiale, ouais. Spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance italienne. Pour vous dire que la Seconde Guerre mondiale, ça lui passe au-dessus, un peu comme moi, quoi. Voilà. Surtout sur la Renaissance italienne. Et je lui dis, regarde un extrait, enfin, regarde quelques extraits des deux, tu me dis ce que tu en penses. Et elle m'a dit, oh putain, ouais, c'est bien foutu. Voilà. Elle m'a dit, c'est bien foutu, c'est clairement exposé. Si on a un cerveau qui fonctionne, on comprend. Je dis, putain. Voilà. Donc, honnêtement, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous lancer dans ces romans qui fleurissent actuellement, et ça m'énerve parce que je dois être toujours en avance de 4 ans. Hein, voilà. J'ai sorti des trucs de cette période, bien avant, et maintenant c'est la mode. J'étais à l'avance, je suis avant-gardiste, que voulez-vous. Si vous voulez vous lancer dans ces trucs-là, allez-y avec une base. Voilà. N'y allez pas en vous disant, bon, j'attaque ce livre, il parle de cette année-là, je vais prendre tout argent. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, mais moi tu sais, je lis, mais je prends pas pour argent comptant, machin. Oui, mais vous vous renseignez pas derrière. Vous venez me demander des infos et je les donne avec grand plaisir. Je suis toujours contente sur ça. Les périodes que je connais bien et sur lesquelles, franchement, je touche ma bibille. Je suis toujours contente d'essayer d'exposer, de dire non, attention, non, ça, non, c'est pas possible. Voilà. Alors, des fois, je peux être chiante parce que ça me gonfle quand je vois des conneries qui sont exposées et que, effectivement, quand je le dis, il y a des gens qui me disent, ah, tu es prof, comme si. Alors, on m'a fait une réflexion, on m'a dit, mais tu es prof, comme si vous ne pouviez pas être spécialiste d'un sujet ou d'une période sans être professeur. Moi j'ai des potes, ils sont historiens, ils sont pas profs. Hein. Ils sont historiens. Voilà, ils sont diplômés en histoire plus, sur des sujets très chiants que même Lisa, ça la gonfle. Mais, non, il y en a un sur... mais bon, à part celui-là. Mais voilà, mais c'est pas des profs. Non, c'est des chercheurs en histoire. Donc ils sont pas légitimes parce qu'ils sont pas profs. Les mecs, changez d'époque quand même. Hein. Voilà, les mecs et les filles, surtout c'est les filles. Oh, qu'est-ce qu'elles m'énervent des fois. Voilà, donc d'ici là, allez voir le reportage que vous voulez ou le documentaire. Donc soit Heidi Lamar, soit à Berlin. Je dois avouer que voilà, 2 fois 90 minutes, à respirer entre les deux. Lisez 1795. Oh. Quoique, ça va vous plomber le moral encore plus. Oh là, mon Dieu, ça va pas les faire. Voilà. Seul indice, c'est Sylvine, je l'aime. Voilà, c'est bah, comme ça c'est fait. Comme ça, on se ridiculise jusqu'à la fin. Donc, 1795, la haute cuisine ou les saveurs du palais, au choix du roi pour le film. Même film, mais 2 trucs différents. Et donc les séries Hunter, la saison 2, et The Newsreader, donc je crois que c'est profession reporter sur Arte. Voilà. C'était tout pour le programme culturel de Lisa. En gros, j'ai aimé d'autres choses, mais pas suffisamment pour vous en parler. Ou alors, je vous en parlerai dans les points lecture, ou j'en parle dans les podcasts quand je parle de ciné. Il y a d'autres choses que j'ai vues qui me plaisent bien, mais bon, pas de là à hurler comme un veau. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc milieu du mois de mars, pour avoir justement le programme culturel de février, et donc mi-février, mi-mars. Je vois déjà ce que je vais mettre. Ah oui, il y a un truc qui a une série sur Disney, perso. Alors non, c'est pas The Mandalorian 3. Il arrive bientôt. Mais celui-là, on va y avoir droit. Mais non, il y a une série que j'ai découvert qui est excellemment bonne, mais drôle, enlevée, cynique, drôlissime, loufoque, tout ce que j'aime. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, si je tiens mon calendrier, entre guillemets, enfin en tous les cas ce que j'ai préparé, ça sera les livres anti-panne de lecture pour moi. Alors attention, c'est pas, je vous dis pas il faut lire ça. Je vous dis, moi j'ai pas de panne de lecture. Mais, oui, je sais, ça va être très chiant de dire ça, mais c'est vrai, j'ai pas de panne de lecture. Mais par contre, c'est des livres que je sais que si demain j'ai moins envie de lire, si je prends un de ces livres-là,
Je suis repartie en 14. Voilà. Donc, enfin, 14, mauvaise année. Enfin, mauvaise année, tout est relatif. Voilà. Donc, il y a des livres comme ça où vous savez que quand vous y rentrez, ça va dérouler. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer ce qui pourrait. Alors, on m'a plus demandé des livres historiques la dernière fois. Quand j'ai fait un petit sondage, là, sur Insta, on m'a dit historique. C'est historique qui est sorti. Voilà. Les gens ils pensent que je lis que des livres d'histoire alors que non, mais bon, bref. Après, peut-être que je glisserai 2 ou 3 livres comme ça au dépoté, au milieu de ce que j'ai préparé. J'en ai préparé une dizaine. Voilà, donc il y en a d'autres, hein, mais qui sont pas des livres faciles. Voilà, il faut des livres où quand vous rentrez, vous êtes accroché immédiatement. Sinon, si c'est pour vous gamberger pendant 3 quarts d'heure, ça sert à rien. Allez, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. Et puis, je m'en retourne à Marie Corée. Et je vais surveiller le Général Hux qui est en mode je suis amoureux d'une tourterelle et je la regarde. Il est comme ça. J'ai un chat qui est amoureux d'une tourterelle. Ouais. Ça existe les chats pour les psys pour chats ou pas du tout? Je sais pas. Il va falloir que je fasse quelque chose pour le Général Hux. Bon, je vais lui filer Marie Corée. Non, je fais pas boire la Rico au chat, vous affolez pas. Appelez pas la PETA ou la SPA tout de suite. Il a l'air malheureux. Hein. Ouais, ouais. Vous avez qu'à suivre ses aventures sur Story, vous allez voir. Ah, il est malheureux. C'est moi qui suis malheureuse, oui.